Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de correction des activités sur ces chapitres, donc cette fois-ci l'activité sur la notion de champ, d'accord? Alors rapidement, concernant les trois premières questions, donc les idées nouvelles mises en évidence par l'expérience de Torricelli, c'est que le existe, d'accord? On peut faire du vide, avant on n'était pas certain de son existence, et il commence à émettre l'existence de ce champ de pression, c'est-à-dire que là, il y a une grandeur à la pression qui peut varier d'un point à un autre, et donc voilà, ça fait référence un peu à ces à ces champs de valeur là qu'on voit dans ce chapitre. Celui qui a réellement créé le concept de champ, c'est Maxwell au 19e siècle, qui va mettre en point tout le concept et surtout les mathématiques qui vont avec. Retenez ce nom, ça va être un cauchemar pour ceux qui vont continuer en physique plus tard. Enfin, un cauchemar, c'est un grand mot, mais les équations de Maxwell, vous allez voir que, ouais, ça pique. Ensuite, on vous dit une carte météorologique telle que celle fournie, blabla, donne telles informations sur les températures à Cergy et à Pontoise. Alors non, pour le coup, elle n'est pas assez précise. On ne peut pas mettre la température de toutes les villes, surtout celles qui se touchent. Donc oui, elle n'est pas assez précise, donc on n'a pas les températures aux deux endroits. Par contre, elle pourrait totalement, enfin la température pourrait totalement être mesurée dans tous les endroits du monde, D'ailleurs, c'est le cas. Ok, la température est mesurée tous les jours à la souterraine. C'est pas pour ça qu'elle est affichée quand vous regardez la météo à la télé, d'accord? Alors, on formule une définition d'un champ de température. Moi, je vous propose celle-là. Un champ de température, c'est l'attribution en différents points de l'espace d'une valeur, la température. D'accord? De manière plus générale, la définition d'un champ, eh bien, c'est celle-là. Un champ, c'est la donnée pour chaque point de l'espace-temps de la valeur d'une grandeur physique. Certains reconnaîtront la définition de Wikipédia. C'est totalement ça. En même temps, c'est la plus courte et la plus exacte. En chaque point de l'espace, donc pour l'instant, vous considérez que c'est en chaque point de l'espace, euh, vous avez la valeur, vous avez la distribution d'une grandeur physique. Par contre, par exemple, quand vous regardez la météo et qu'on vous montre l'évolution de la position des nuages, du vent, tout ça, là, par contre, vous avez bien un champ, où on vous donne en chaque point de l'espace-temps, puisque c'est une vidéo, on vous montre l'évolution, donc en chaque point de l'espace, on vous montre la quantité de nuages, le vent, et on vous montre son évolution sur une journée. On est bien en train de vous montrer ça sur l'espace-temps, d'accord? Alors, ensuite, on vous demande la différence entre les deux types de champs. Bon, ben, un champ scalaire attribue à chaque point d'espace une valeur, alors qu'un champ vectoriel, c'est un vecteur, tout simplement. D'accord? Le champ vectoriel étant plus précis, puisque il va apporter des valeurs, comme le champ scalaire, mais lui va aussi amener une information sur le sens, slash la direction, en tout cas, voilà, le sens. Voilà, par exemple, une carte de vent va vous donner la vitesse du vent, mais aussi vous donner le sens du vent. D'accord? Donc c'est beaucoup plus précis qu'une simple valeur. Et donc voilà globalement la température. On peut faire un champ scalaire avec la température, alors que pour la vitesse, c'est un champ vectoriel, puisque la vitesse c'est une valeur, mais c'est aussi un sens dans lequel l'objet se propage. La pression, ça n'est qu'une valeur, donc c'est scalaire. La précipitation, ça sera scalaire. La pesanteur sera vectorielle, puisqu'on a aussi cette notion de dans quel sens s'exerce la gravité. La concentration molaire, c'est scalaire. Le champ électrique, c'est vectoriel, on l'a vu dans la vidéo. L'altitude, c'est scalaire. Le champ magnétique, même si on ne l'a pas vu, c'est sensiblement pareil. C'est un champ, donc là aussi, il y aura un vecteur. Le champ magnétique va juste vous montrer la valeur de l'interaction magnétique, mais aussi dans quel sens elle s'exerce. La masse volumique sera scalaire. Quant au potentiel électrique, vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est scalaire. J'aurais pu mettre tension électrique, ça aurait peut-être été plus clair. C'est un champ scalaire. Alors, uniforme, eh bien uniforme, cela signifie même valeur ou vecteur identique sur une région de l'espace. D'accord? Lorsqu'on dit qu'un champ est uniforme sur une région de l'espace, ça veut dire que sa valeur, ou le vecteur en tout cas, ne varie pas dans cette région. Alors, le mot isocontour, eh bien, c'est une courbe sur laquelle la valeur est constante. D'accord? Vous avez ça d'ailleurs, c'est dans l'exercice, l'activité, on vous le donne, une carte où il y a des traits qui vous montrent les zones où l'altitude est constante. Ok? Et il se trouve que ça, puisque c'est ce qu'on vous demande après, eh bien, l'unité de ces isocontours, c'est des mètres. D'accord? Puisque effectivement, c'est l'altitude là où l'altitude est constante, donc c'est des mètres. Et ces isocontours, on appelle ça une isohypse. Désolé pour le nom de barbare, il n'est pas à connaître. Par contre, deux mots qui pourraient vous être utiles, c'est ce qu'on appelle les isocontours liés à la pression et à la température. Eh bien, pour un champ de pression, on appelle ça un isobar. D'accord? Une zone ou un moment en tout cas où la pression est constante, c'est isobar. Et pour ce qui est de la température, c'est isotherme. D'accord?
Voilà qui met un terme à cette activité. Je ne vous dis pas tout de suite pour la prochaine vidéo parce qu'elle n'est pas prête, mais bon voilà, vous avez déjà affaire avec ces 3 vidéos. Les 3 prochaines arrivent très bientôt, donc moi je vous dis bonne soirée et à très bientôt.